On a du mal à croire qu'un poète ait pu un jour être une véritable star en Grande-Bretagne, un pays où des genres comme la poésie ou l'opéra n'ont plus vraiment la cote. Imaginez un stade de foot plein à craquer, l'Angleterre rencontre un autre pays européen. D'un côté, les supporters de l'équipe adverse en train de fredonner un air d'opéra. En face, les supporters anglais qui braillent « Oh, chiotte les bouffons !» Le truc avec Byron, c'est que ce n'était pas un poète enfermé dans sa tour d'ivoire, mais un homme du monde qui savait faire vibrer les foules et parler au commun des mortels. Notre premier invité ce soir n'est autre que Lord Byron, seul poète à pouvoir se vanter d'avoir insulté le Premier ministre, remonté l'Hellespont à la nage et couché avec une centaine de membres de la haute société, hommes et femmes confondus. Lord Byron. Byron est né en 1788, un an avant la Révolution française, un événement dont l'impact n'a pas été seulement historique mais également culturel. La Révolution a en effet ouvert une ère nouvelle en Europe. Pour la première fois, les gens avaient le sentiment que le destin n'appartenait plus seulement aux personnes bien nées. Pour ceux qui en avaient les capacités, tout devenait possible, et tout pouvait changer. C'est l'époque de Beethoven, de Schubert, de Mendelssohn, de Chopin, de Liszt, de Rossini, de Turner et des poètes romantiques. Je doute que dans 200 ans, les gens s'extasient sur la fin du XXe siècle, qui a vu s'épanouir des personnalités aussi marquantes que Halliwell, Davidson ou Hurley. Les plus grands poètes romantiques anglais, de Wordsworth à Keats, étaient tous des admirateurs de la Révolution française. Les romantiques avaient en partie fait leur la philosophie de la révolution industrielle, qui voulait que tout ait une fonction. Byron est né à quelques pas d'Oxford Street, dans une famille de l'aristocratie terrienne. Affligé d'un pied beau qui le fera boiter toute sa vie, il eut une enfance assez peu orthodoxe. Son père, surnommé Jacques le Fou, dépensa tout l'argent de la famille en beuverie. Criblé de dettes, il adressa galamment la facture à sa femme. Puis il lui avoua qu'il était amoureux de sa propre sœur, la tante du jeune Byron donc, avec qui il passa les dernières années de sa vie avant de mourir alcoolique. Un petit côté Dallas en plus grunge. Byron a 10 ans lorsqu'il devient à la mort de son oncle, Lord Byron of Newstead. Il part faire ses études à Dulwich, puis à Harrow, où il dépense en quelques mois les 500 livres qui lui sont alloués pour l'année, si bien que sa mère se voit contrainte de réduire les frais d'entretien du domaine familial en économisant sur tous les postes. Jardinier, 156 livres. Garde-chasse, 39 livres. Domestique, 30 livres. Ours, 20 livres. Ils ont des problèmes d'argent et ils ont un ours. Je suppose que pour eux, c'était un peu comme les clopes pour certains retraités. L'ours, je le garde, c'est le seul plaisir qui me reste. Adolescent, le jeune Byron se vante. On m'accuse d'avoir séduit pas moins de 14 demoiselles, dont les servantes de ma mère, sans compter les veuves et diverses matrones. Mais il aimait aussi les garçons. De ses camarades à Harrow, il dit « L'amitié qui nous liait relevait de la passion. » Byron part ensuite étudier à Cambridge en compagnie de son ours. Il commence à forger le personnage flamboyant qui contribuera à faire sa légende. Champion de natation et de boxe, il considère son handicap physique comme un défi permanent. Il écrira plus tard dans le Difforme transformé « La difformité pousse à l'audace. » À Cambridge, Byron tombe amoureux d'un enfant de cœur, un certain John Eccleston. Byron préfère cependant ne pas trop parler de ses aventures homosexuelles, non pas qu'il en ait honte, mais simplement parce qu'une loi punit à l'époque la sodomie de la peine de mort. Byron a 18 ans lorsque 6 homosexuels sont pendus en vertu de cette loi. Un acte fort et symbolique, qui, n'en doutons pas, a certainement mis fin pour toujours aux pratiques licencieuses dans les universités britanniques. Une fois ses études à Cambridge terminées, il écrit « Je n'ai vraiment pas un seul ami au monde. Mes anciens camarades d'université se promènent affublés de monstrueux déguisements d'avocats, de pasteurs, d'aristocrates et autres personnages de mascarade. » Merci Cambridge. S'il avait attendu un siècle et demi de plus, il aurait peut-être eu la chance d'y rencontrer quelques espions soviétiques. Mais on voit bien se dessiner ici le dilemme qui marquera toute l'existence de Byron. Il détestait la façon d'être des riches, mais appréciait beaucoup leur argent. Il avait une vision très cynique de l'Angleterre que les jeunes gens de son milieu étaient appelés à diriger. Des milliers de petits artisans jetés à la rue par l'avènement des fabriques industrielles mouraient de faim. Pour éviter toute révolte, le gouvernement avait pris des mesures draconiennes, autorisant l'emprisonnement sans procès et interdisant toute manifestation. La police disposait d'un immense réseau d'indicateurs qui la renseignait sur les agitateurs. Les syndicats étaient hors la loi et tout vol de plus de 40 shillings était passible de la peine de mort.
Comme la plupart des romantiques, Byron était animé d'un sentiment qui n'avait guère sa place dans la froide Angleterre de l'ère industrielle, la passion. Il passait son temps à nager, à boxer et à tomber amoureux avec une remarquable facilité, accumulant les conquêtes féminines et masculines. Il y a quelque chose de très attendrissant dans la présence d'une femme, une étrange influence que je ne saurais expliquer. Même Madame Muir, qui allume mon chauffage, malgré le poids et l'usure des années, me fait rire. Byron, qui aurait pu faire carrière dans la politique, les armes ou simplement la bonne société, décide donc de se consacrer à la poésie. Son premier recueil, Heures de loisirs, est descendu en flammes par la critique écossaise qui y voit une étendue d'eau stagnante. Il accuse le coup, ce qui est bien compréhensible, il n'a que 18 ans. Un âge où tout ce que l'on écrit vient du fond du cœur et où la moindre critique vous blesse cruellement. Comment peuvent-ils être assez stupides pour ne pas comprendre ces vers géniaux? Mon amour pour toi est tel un sèche-linge, il tourne et tourne et tourne en rond. Pendant quelque temps, il organise des combats de boxe entre champions anglais et irlandais. Il assume sa double casquette de manager et de poète, ce qu'aurait beaucoup de mal à faire aujourd'hui un organisateur de combat, qui pourrait au mieux déclamer « Allons messieurs, sortez le pognon, sinon tant pis, pas de Cendrillon ». Le jeune homme se fait ensuite larguer par la femme qu'il aime, ce qui le pousse à entreprendre un voyage dans toute l'Europe. Il écrit quelques vers au moment de son départ, décrivant son compagnon d'aventure, le poète John Hobhouse. Il y affirme déjà le style qui le rendra célèbre. Hobhouse, dans une volée de jurons, dévale soudain à travers les coutilles, puis vomit son souper, ses allitérations, nous damnant pour une broutille. Il visite le sud de l'Europe, passionné par tout ce qu'il voit. Il éprouve notamment un véritable coup de cœur pour la Grèce. À peine arrivé, il traverse à la nage une baie de 6 km de large et acquiert immédiatement une certaine renommée au niveau local. Byron est captivé par l'âme grecque et par l'histoire d'un pays qu'il découvre avec ravissement. Il vit également une relation passionnée avec un jeune adolescent du nom d'Eustathius. Athènes représente aux yeux du jeune poète tout ce qui lui est cher, les débats, la science, la philosophie et les arts. Pourtant, à son arrivée, il est horrifié. Négligé par l'occupant ottoman, la ville est à l'abandon. Le quartier qui entoure l'acropole n'est qu'un vaste taudis où les mendiants pullulent. L'acropole elle-même est occupée par une garnison turque, et comble de tristesse, la plupart des Athéniens semblent s'être résignés à leur sort. Le jeune homme laissera la trace de son passage sur les colonnes du Parthénon. Une chose scandalise tout particulièrement le jeune Byron. Lors de son séjour à Athènes, il assiste au pillage des marbres de l'Acropole organisé par Lord Elgin pour le compte de la Grande-Bretagne. Pour lui, il s'agit d'une profanation, un sentiment partagé par de nombreux Grecs. John Hobhouse affirme avoir vu des manœuvres grecques refuser de charger les marbres sur le navire anglais, assurant qu'il les avait vus pleurer à l'idée de partir en exil. Cet événement inspire à Byron son poème « La malédiction de Minerve », dans lequel il prétend que les dieux grecs ont jeté un sort à Lord Elgin qu'il voue aux gémonies. Qu'Elgin demeure à jamais et pour l'éternité sur le piédestal du mépris, telle une statue figée. La malédiction de Minerve ne fut pas publiée, et de retour en Angleterre, Byron constata que le climat politique avait changé. Les Luddites occupaient le devant de la scène. Ces ouvriers, menacés par la révolution industrielle et qui tiraient leur nom d'un certain John Ludd, s'étaient organisés pour détruire les machines, accusés de provoquer le chômage. Un travail pénible, surtout quand on a juré de tout faire à la main. L'armée multipliait les opérations coup de poing dans les secteurs où les Luddites étaient particulièrement actifs, autour de Newstead par exemple, et le gouvernement disposait de milliers d'indicateurs dans tout le pays. Byron a 23 ans lorsqu'il entre à la Chambre des Lords. La première fois qu'il y prend la parole, c'est pour soutenir les Luddites. Le jeune lord devient l'un des principaux avocats de leur cause. Une association d'aide aux ouvriers du textile accuse réception. De la généreuse contribution de Lord Byron. Le texte écrit par Byron pour la défense des ouvriers du tissage est fait pour être lu, il me semble, sur le rythme d'un cheval chargeant au galop. Certains n'ont pas manqué de trouver choquant, lorsque la famine menace et que la misère gronde, qu'une vie humaine vaille moins cher qu'un bas, et qu'au bris de machines réponde le bris des eaux. En 1812 paraît la première grande œuvre de Byron, Le Pèlerinage de Childe Harold, dans laquelle il raconte l'histoire d'un chevalier errant à travers l'Europe sur les chemins suivis par le poète lui-même. Byron insiste pour figurer sur la couverture dans son costume de rebelle, car il considère que l'image projetée par le poète est au moins aussi importante que son message révolutionnaire. Le livre fait un tabac. La duchesse du Devonshire écrit dans une de ses lettres
Le sujet de toutes les conversations en ce moment n'est ni l'Espagne, ni le Portugal, ni la guerre, ni les patriotes, mais Lord Byron. Son poème est sur toutes les tables, il est courtisé, flatté et porté au nu partout où il se montre. Toute une partie de la bonne société londonienne se pâme d'admiration devant le jeune maître. Elle se pâme, c'est l'expression utilisée à l'époque. Ça fait longtemps que plus personne ne se pâme. Je crois que ça a été interdit en 1926. Ça montre bien que la poésie n'est plus ce qu'elle était. Qui oserait se pâmer en lisant un poème de nos jours? L'ultime refuge de la poésie romantique, ce sont ces cartes d'anniversaire d'un goût exquis. Je voulais te dire que je t'aime tendrement en ce jour vraiment très important. Comment expliquer le succès de ce jeune poète révolutionnaire et teigneux dans la bonne société de l'époque? Ils auraient dû être scandalisés. Ça me rappelle un soir, en 1981, où le petit groupe de jeunes poètes dont je faisais partie avait été invité à se produire devant la société poétique du collège très sélect de Dulwich, qui se réunissait dans ce pub à 2 pas du lycée jadis fréquenté par Byron. Je m'étais dit, super, je vais leur réciter mon poème sur le chômage, qui finit par 2 vers contre Margaret Thatcher. Ma colère est si forte que je vous voudrais morte. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé autour de moi, tous ces hommes en cravate et ces dames en perlousé, en me disant qu'ils allaient soit tous s'évanouir, soit s'exclamer « Oui, il a raison ce petit !» et partir se battre avec leurs sandinistes. En fait, ils m'ont poliment applaudi. Et une vieille dame s'est penchée vers moi pour me féliciter. « C'est bien, vous vous êtes rappelé tous les mots. » C'est comme si ces gens qui vivent une existence paisible et sans surprise avaient besoin de secouer les règles tacites qui gouvernent leur moindre comportement et se réjouissaient du spectacle de la passion vue de loin. À part ça, mon poème était nul. Celui de Byron, génial. Byron permettait à ses contemporains d'entrevoir un univers romantique dans lequel ils n'étaient pas censés mettre les pieds. Byron va avoir une liaison avec Lady Caroline Lamb, qu'il vient voir chaque jour chez elle dans sa résidence de Whitehall. C'est quand même la grande classe, surtout quand on sait que le bâtiment deviendra par la suite le siège du ministère des Affaires écossaises. Caroline se déguise parfois en jeune page pour transmettre un message à son amant. Mais franchement, elle n'avait pas grand-chose à craindre de son mari. C'est comme si votre femme couchait avec Robert De Niro. C'est vrai, chérie? Mais c'est extraordinaire. Je peux venir la prochaine fois que tu le vois. Tu crois que ça va le faire marrer si je lui dis « Hey, you're fucking my wife !» Lady Caroline et Lord Byron auront une liaison passionnée, échangeant parfois leurs vêtements, entre autres expérimentations. Mais pour son malheur, la pauvre Caroline avait un don pour tomber amoureuse d'hommes allergiques à toute relation durable. Un personnage qui serait bien improbable à notre époque. Sentant que Byron se désintéressait d'elle, elle entreprit, en désespoir de cause, de lui prouver son amour en lui envoyant une mèche de poils pubiens. Vous souhaitez joindre un message? Ce qui ne l'empêchera pas de la laisser tomber pour aller papillonner ailleurs. Une femme, cependant, allait le poursuivre sans relâche, Annabella Milbank. Pendant près d'1 an, elle s'arrangea pour être de toutes les réceptions auxquelles assistait Byron. Et lorsqu'enfin il la remarqua, elle fit celle qui n'était pas intéressée. Byron finit par tomber amoureux d'Annabella et, cédant à la pression sociale, décida de l'épouser. Ils eurent une petite fille, mais ce mariage fut un désastre. Le fait que Byron entame au même moment une liaison avec sa sœur n'a pas dû arranger les choses. Si seulement son pauvre papa avait été encore en vie, il lui aurait dit « Je suis fier de toi, mon fils ». Dès leur lune de miel, il est manifeste qu'ils ont fait une erreur. Byron passe en effet ses journées à la bibliothèque locale. Il est terriblement superstitieux, persuadé que les chats noirs portent malheur, tout comme les chauves-souris. Il croit même être possédé par le diable. Il décrit ainsi son état d'âme à cette époque. Entre métaphysique, montagne, lac et le cauchemar de mes propres défaillances, je me serais bien fait sauter la tête si je n'avais eu conscience du plaisir que cela procurerait à ma belle-mère. Byron avait une autre raison de se sentir déprimé. Il avait mis tous ses espoirs dans la réussite de la Révolution française, même lorsque celle-ci avait été récupérée par Napoléon. Mais en 1814, l'empereur des Français avait dû capituler et partir en exil. Le coup est rude pour le jeune poète, qui s'enferme seul dans sa chambre pendant 4 jours. 4 jours de pénitence, comme le révèle son journal. Aujourd'hui, j'ai boxé 1 heure, écrit une ode à Napoléon et mangé 6 biscuits. Un emploi du temps parfaitement équilibré. Dommage qu'il soit sorti de sa retraite, sinon il nous aurait dit le lendemain « Aujourd'hui, j'ai traduit Macbeth en gallois et marqué 3 essais contre l'Irlande ». Ce type était une star, l'une des personnalités les plus en vue du Londres branché de l'époque, et il est désespéré par ce qu'il perçoit comme la défaite des Républicains.
Byron sort finalement de sa retraite pour entrer au comité d'administration du théâtre de Drury Lane, connu pour sa programmation progressiste. Il a en passant une liaison avec une actrice alors que sa femme est enceinte et qu'il est à court d'argent, mais c'est plus fort que lui, il ne se sent vivre vraiment que dans le chaos. C'est le genre de type qui va passer un week-end peinard à la campagne et qui finit en tôle pour avoir semé la panique à la fête du village au volant d'une moissonneuse-batteuse volée. Au bout d'1 an de mariage, Annabella jette l'éponge et demande le divorce. Le comportement de Byron est certainement inexcusable, mais on ne peut pas l'accuser d'être insensible. Il est certain qu'il fait du mal à ceux qui l'entourent, mais il en est conscient et en souffre aussi. À ses yeux, la souffrance, pour insupportable qu'elle soit, montre au moins que l'on vit. Quand il décrit la douleur, il est sincère, tout comme il est sincère lorsqu'il écrit « Elle marche dans toute sa beauté, telle une nuit au ciel étoilé et sans nuages, et la quintessence de l'ombre et de la lumière se retrouve dans sa personne et dans ses yeux. » N'allez pas me dire que Britney Spears vous fait la même impression quand elle vous raconte ses peines de cœur. Byron méprisait les Britney Spears de son époque, d'autant plus que la plupart des poètes romantiques s'étaient empressés de renier leur credo progressiste pour se rallier aux idées les plus conservatrices. Robert Southey, par exemple, composa sur commande une ode célébrant la défaite de Napoléon aux mains des Anglais, ce que Byron n'apprécia pas. Je prierai M. Southey d'aller au diable. On comprend sa colère, car il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un jeter aux orties tous ses principes pour se transformer en bouffon du showbiz. C'est un peu comme lorsque j'ai appris que le comique Ben Elton travaillait désormais avec le compositeur Andrew Lloyd Webber. Quelqu'un que je n'ai jamais adoré, mais qui semblait au moins avoir un certain talent et quelques principes. Comment un type comme ça a-t-il pu tomber aussi bas ? Très affecté par la défaite de Napoléon, Byron n'en reste pas moins fidèle aux idéaux de la Révolution française. Il publie un poème dans lequel il qualifie l'empereur déchu de fils de la liberté, ce qui lui aliène les classes moyennes britanniques. À la Chambre des Lords, ses collègues le traitent comme un pestiféré. Les portes se ferment et désormais le public le fuit. Selon un de ses biographes, les journaux le comparent à Néron, à Henri VII ou encore au diable. Byron, un type capable de rejeter Rome, d'y mettre le feu et de regarder la ville brûler en rigolant. La presse a souvent tendance à exagérer. Byron estime en tout cas qu'il ne peut plus rester en Angleterre. Il part donc embarqué à Douvres dans un carrosse qui est la copie exacte de celui de Napoléon. Byron se rend sur les bords du lac de Genève, où il retrouve celui qui deviendra son meilleur ami, Percy Shelley, sa fiancée Mary et la demi-sœur de celle-ci, Claire. Plus extrémiste encore que Byron, Shelley n'avait jamais pu connaître la célébrité. Son principal titre de gloire jusque-là avait été de se faire renvoyer d'Oxford pour avoir écrit un pamphlet intitulé « De la nécessité de l'athéisme ». On ne badinait pas avec Dieu dans les universités de l'époque, et Oxford était alors en guerre contre le terrorisme verbal. Byron remarque que lorsque Shelley descend dans un hôtel, il note sur sa fiche qu'il est athée et qu'il se rend en enfer. Il n'a jamais rencontré un homme aussi radical dans son engagement révolutionnaire et dans sa poésie. Les deux jeunes gens ne sont toutefois pas d'accord sur Napoléon, qui pour Shelley a trahi les idéaux de la Révolution française. Le petit groupe reste cependant très lié. Les liens sont particulièrement forts entre Byron et Claire Clermont, qui se retrouve enceinte. Byron est le genre de type à qui vous ne confieriez pas votre grand-mère. Le temps d'aller à la cuisine pour faire le thé, vous les retrouveriez à poil sur le divan. Mamie vous expliquant « Je n'ai pas pu résister, il est tellement romantique, il m'a dit que j'étais belle comme une nuit étoilée. » En 1820, à Ravenne, il se surpasse. Il sort avec la comtesse Guiccioli pratiquement sous les yeux de son mari, qui affirme que cela lui est égal. Le comte accepte même de louer au poète anglais une chambre dans son propre palais pour lui et pour sa fille. Mais l'Europe est en effervescence. Les graffitis fleurissent sur les murs de la ville. Longue vie à la République. Ah bah, le pape. Byron se met en devoir de procurer des armes aux révolutionnaires italiens. Il stocke quelques 150 armes à feu et des barils de poudre dans les appartements qu'il loue chez le comte Guiccioli. Ce type a quand même un culot extraordinaire. Il couche avec madame dans l'appart que lui loue monsieur, où il entrepose également des armes destinées à des révolutionnaires qui cherchent à renverser les gens comme lui. Je l'imagine très bien allant voir son hôte un soir pour lui emprunter sa robe de chambre. Vous comprenez, c'est pour la comtesse, elle prend tellement son pied quand je la porte. Lorsque le comte découvre l'arsenal caché chez lui, il somme sa femme de choisir entre Byron et lui. Mais lorsque les gens de la ville sont mis au courant de cet ultimatum, ils prennent tous le parti du poète. Le problème avec les destins tragicomiques, ce sont les moments tragiques. La révolution italienne est vite écrasée par l'Autriche et les militants sont condamnés à mort par le pape et ses sbires. Byron, lui, est simplement expulsé. Ne sachant pas trop quoi faire de sa fille, il la place dans un couvent où Percy et Mary Shelley lui rendront souvent visite. Pas lui.
Pourtant, elle tient visiblement de son père, puisque, si on en croit Shelley, à l'âge de 5 ans, Elle s'amuse à sonner les cloches pour rassembler les religieuses. après l'invasion autrichienne, Byron s'installe à Pise, mais sans sa fille. Il apprendra un peu plus tard la mort de l'enfant, victime des conditions spartiates qui régnaient dans le couvent où il l'avait laissé. Byron rejoint alors Shelley, qui quelques semaines plus tard disparaît en mer, son voilier ayant été surpris au large par une tempête. Le corps du meilleur ami de Byron est rejeté 15 jours plus tard sur la côte. Il est identifié grâce à un recueil de poèmes de Keats retrouvé dans l'une de ses poches. Byron et ses amis organisent une cérémonie d'adieu au cours de laquelle ils brûlent la dépouille du défunt. Byron sombre ensuite dans un profond désespoir. Pourquoi? Pourquoi? Depuis son départ d'Angleterre, Byron travaille à l'œuvre poétique qui va définitivement asseoir sa notoriété, son Don Juan. À prononcer Don Juan, et surtout pas Don Juan, sinon il y a plein de rimes qui ne fonctionnent pas. Ce qui frappe avant tout dans cette œuvre, c'est sa longueur, 2000 strophes de 8 vers chacune. Elle raconte l'histoire d'un Don Juan parcourant une Europe en proie au trouble, victime d'un naufrage dont les survivants se livrent au cannibalisme, puis vendu comme esclave à un sultan et s'habillant en femme pour retrouver la liberté. De quoi scandaliser la société anglaise à toutes les pages. Le poème commence par une sorte de dédicace, dans laquelle Byron prend à partie nombre de ses pairs. Il débute par ces mots. Bob Southey, toi le poète, le lauréat. C'est vrai, tu es conservateur, finalement. Il compare William Wordsworth au grand Milton. Se serait-il abaissé au rang de banal lauréat? De scribouilleur? D'âme à vendre? De scélérat? La bonne société est scandalisée par la liberté sexuelle prônée par Don Juan. Celui-ci met par exemple en garde les maris, leur conseillant de ne pas trop s'éloigner de leur femme, car... Celui qui trop longtemps s'absente s'expose à des surprises déplaisantes. Mais c'est surtout le radicalisme politique exprimé dans l'œuvre qui effraie. Fidèle à sa réputation d'iconoclaste, Byron fustige les aristocrates qui, dit-il, épousent leurs cousines, voire leurs tantes et leurs nièces, de peur de voir la race se perdre en ajoutant des pièces. Don Juan est un Candide égaré dans un monde gouverné par des sultans, des seigneurs et des généraux qui ne sont au bout du compte qu'une bande de fauchetons et de tyrans. Mais l'œuvre est aussi révolutionnaire dans sa forme. Les rimes et les allitérations qu'ose Byron dans Don Juan ne sont pas sans rappeler les textes de nos rappeurs actuels. Les milieux littéraires de l'époque condamnent un poème qui ne respecte pas les règles de la versification. Byron leur répond en citant une anecdote qui met en scène le dramaturge Ben Jonson et le poète Joshua Sylvester, deux contemporains de Shakespeare. Les deux hommes s'affrontent dans une joute poétique. Ils doivent trouver une rime avec leur propre nom. Sylvester commence « Moi, Sylvester, je couche avec ta sœur ». Tout le monde applaudit. Au tour de Johnson. « Moi, Johnson, je couche avec ta femme ». Mais ça ne rime pas, fait remarquer Sylvester. Non, mais c'est vrai, répond Johnson. À la sortie de Don Juan, un critique y voit une déclaration de guerre contre la Sainte Alliance. Un autre écrit ce misérable a bu la coupe du péché jusqu'à la lie la plus amère. Il a cessé d'être un être humain pour devenir un démon sans scrupules, exhibant un état de dégradation morale jusqu'ici inconnu. Ça, c'est du saignant. Ce poème est quand même le fruit de 10 ans de tribulations tragicomiques à travers l'Europe. Ça aurait été dommage qu'on lui dise simplement « C'est très bien, mon petit, vous vous êtes rappelé tous les mots ». Alors qu'il était en train de composer un chapitre de son Don Juan, Byron apprit la nouvelle du suicide de Lord Castlereagh, ministre des Affaires étrangères, qui s'était tranché la gorge dans un moment de folie. Il rédigea immédiatement son épitaphe. La postérité ne verra jamais tombe plus noble et polissée. Ici repose Castlereagh. Arrêtez-vous pour pisser. Mais Byron voulait aller plus loin. Dans la foulée des soulèvements qui avaient éclaté en Espagne et en Italie, un haut responsable du clergé grec avait levé une armée nationaliste pour lutter contre l'occupant ottoman. Contacté, Byron crée à Londres un comité de soutien aux combattants grecs. Et comme il tient absolument à être de la fête, il fait ce que l'on fait généralement en pareil cas. Il s'achète un casque et une épée, recrute 150 hommes qui seront à sa solde, et s'en va faire le coup de feu du côté de Missolonghi dans l'ouest de la Grèce. Il écrit pourtant cette année-là « J'ai 36 ans,
et l'impression d'en avoir 60. Un coup de blues typique de la soixantaine. Je ne sors pas beaucoup, vous savez, à part taper sur les Turcs avec ma petite armée privée, j'ai une petite vie très pépère. À peine débarqué, il est terrassé par la typhoïde. Il passe ses derniers jours cloué au lit à parler des femmes qu'il a le plus aimées, la comtesse Guiccioli, sa sœur et sa fille, qu'il n'a jamais vues. Mon heure est venue. Ce furent ses derniers mots prononcés comme un constat. Il s'éteignit en 1824, il avait 36 ans. Certains de ses admirateurs estiment que Byron devrait reposer dans l'abbaye de Westminster, ce qui tendrait à prouver qu'ils n'ont pas tout compris. Je suppose que si on tentait d'y transférer la dépouille du grand poète, il jaillirait de son cercueil et partirait en courant. Il a en fait été inhumé ici, à Nottingham. Le parti conservateur, à ce jour-là, a dérogé à la tradition qui veut que l'on fasse sonner les cloches à la mort d'un lord et il a refusé de participer aux funérailles. À l'étranger, la renommée de Byron ne fit que grandir. Son œuvre fut traduite en polonais par Adam Mickiewicz, organisateur des légions polonaises antitsaristes. Son exemple inspira Mazzini et Garibaldi, les deux grands leaders de la révolution italienne. Et en 1981, lors de la création du syndicat Solidarité, ses partisans couvrirent les murs de Gdansk de ses poèmes. Pour Frédéric Engels, Shelley, le génie, et Byron, le maître de la satire acerbe de notre société, trouvent la plupart de leurs dirigeants au sein du prolétariat. à une époque où la Grande-Bretagne était en proie à la confusion et au doute, Byron nagea à contre-courant. Même au plus profond du désespoir, il écrit dans son ode à Napoléon « Liberté, ta bannière déchirée flotte encore en lambeaux, telle une tempête qui remonte le vent, là-haut. » C'était un homme passionné qui s'est battu jusqu'au bout pour des principes, alors qu'aujourd'hui la poésie se réduit bien souvent à des slogans et des jingles. S'il avait vécu à notre époque, il aurait peut-être fini dans la pub, entouré de conseillers qui lui auraient dit « Ah, ce que tu fais c'est super, mais on a modifié 2 ou 3 petits trucs pour que ça soit un chouïa plus accrocheur, tu comprends ?» Tous les jours, chez Carouf, elle achète une barquette. Car avec le ketchup, le poulet c'est chouette. Pour la lessive, rien n'est trop beau. Sans oublier le thon, en promo. C'est cette passion qui fait que Byron reste d'actualité aujourd'hui, à une époque où les héros sont des présentateurs télé complètement creux qui liquéfient les cerveaux de ceux qui les regardent et où la Starac est la clé du top 10. Au moins avant, avec les groupes en boîte, on pouvait dire aux gens « Arrête, c'est complètement bidon, c'est fabriqué de toutes pièces en studio, c'est du toc ». Maintenant, c'est fait directement, sous notre nez, et on gobe quand même. Comme si on se faisait avoir au bolto sans même que le meneur de jeu ait besoin de cacher ses cartes. Elle est où, la reine? Bah, c'est laquelle? C'est celle-là? Mais non, c'est celle-là, devant votre nez. Vous êtes aveugle? Dans un monde de plus en plus aseptisé, où la passion n'a pas sa place, on peut toujours se consoler en se disant que les tenants du sentimentalement correct n'arriveront jamais à tout contrôler. Que notre meilleur souvenir restera finalement le jour où on s'est fait porter pâle pour filer à la plage et que notre plus belle aventure érotique, on l'a vécue un jour où on ne s'y attendait pas dans les bras de notre voisine ou de notre voisin de palier. Franchement, il y a beaucoup de choses à redire sur le personnage de Byron. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que tout grand poète qu'il soit, je suis sûr que s'il avait à dire en 2 vers ce qu'il pense de nos politiciens véreux et de nos stars pasteurisées, des sultans, des tyrans et des hypocrites du XXIe siècle, il écrirait quelque chose comme ça. Oh chiotte les bouffons, oh chiotte les bouffons, oh chiotte, oh chiotte. To the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling.